Bonsoir et merci pour être venu ici chez Agnès au café qui s'appelle Au bord de l'eau. Donc bienvenue, je vous présente Laurence Boucher qui est philosophe, enseignante de philosophie praticienne, qui intervient auprès de cadres de santé, d'infirmiers, de détenus et de centres sociaux, où elle propose des ateliers de philosophie, des ateliers de consultation philosophique. Elle assure donc des consultations aussi philosophiques, privées, par Skype, me semble-t-il, c'est ça, Laurence? Voilà. Des formations aussi individuelles à la consultation philosophique. Elle vous fera découvrir tout à l'heure qu'est-ce que la consultation philosophique et un atelier philosophique. Laurence Boucher, vous pouvez la rencontrer sur son site à laurence-boucher-pratiquephilo.com. Voilà, vous y trouverez son agenda, des informations et les consultations, peut-être des vidéos de consultation, me semble-t-il, Laurence? Oui. Voilà. Donc, bienvenue. Et puis, dans le cadre des soirées des humanités d'hier et d'aujourd'hui, nous avons donc l'habitude d'inviter un écrivain qui propose son ouvrage Philosopher pour se retrouver. Le voici. Voilà, vous aurez l'occasion de le feuilleter. Si vous souhaitez l'acquérir, eh bien, Laurence pourra mettre un petit mot sur le livre. Je le conseille vivement pour ceux qui souhaitent découvrir la pratique philo. Nous verrons qu'on n'est pas dans la philosophie, finalement, on est dans autre chose. Peut-être Socrate viendra nous rencontrer tout à l'heure, je ne sais pas. En tout cas, je donne la parole à Laurence Boucher et je la remercie vivement pour d'être venue ici. Merci, Laurence. Alors, merci beaucoup à Nathalie, l'Institut Noésis, pour tous ces échanges, ces rencontres. Donc la pratique philosophique, bon, la question que j'avais prévue, sur laquelle j'avais prévu qu'on réfléchisse ce soir, c'est est-ce que c'est une thérapie ou pas? Donc j'ai écrit 10 pages là-dessus, je ne vais pas vous les lire, donc n'hésitez pas à m'interrompre. Là, ça fait partie de la pratique philo, c'est de saisir ce qui se présente et philosopher à partir de ce que pensent les uns et les autres, plutôt que de faire des longs discours. Donc là, c'est un exercice un peu particulier ce soir. D'habitude, je fais jamais ça, des conférences, ça fait belle lurette que j'en fais plus. C'est plutôt, toi, comment tu penses, et à partir de ce que tu penses, on va essayer de construire ensemble quelque chose. Donc là, l'exercice est un petit peu différent. On va bien voir ce que ça va donner. Alors déjà, la pratique philosophique, elle se démarque de l'enseignement traditionnel, où en général, on va lire des auteurs, apprendre ce qu'ils ont dit. Et là, il s'agit d'interpeller une personne. Toi, qu'est-ce que tu penses, hein? On parle de la mauvaise foi chez Sartre, par exemple, mais toi, là, tout de suite, maintenant, est-ce que tu es de bonne foi, de mauvaise foi? En tout cas, ça interpelle la personne dans ce qu'elle est. Donc, il y a toute une dimension aussi, travailler sur soi. Essayer de se voir soi-même. Quand je parle, est-ce que je suis claire? Est-ce que je suis confus? Est-ce que j'ai tendance à monopoliser la parole, à prendre beaucoup de place? Et les autres, comment ils me perçoivent? Il y a toute une dimension travailler sur soi. C'est pourquoi on peut l'apparenter dans une certaine mesure à une thérapie, et peut-être même à du développement personnel. Mon livre, par exemple, il a été publié chez Marabout, plutôt en développement personnel. Donc si la philosophie est une thérapie, on peut se demander, mais alors du coup, quelle maladie elle peut soigner? Qui sont les malades? Qu'est-ce que ça veut dire qu'être malade? Du coup, qu'est-ce que ça veut dire qu'être en bonne santé? Donc, ça pose un certain nombre de questions. Et puis le philosophe, il cherche à se guérir, ou bien est-ce qu'il cherche, comme ça a été le cas dans toute une tradition, est-ce qu'il cherche la vérité? Est-ce qu'il cherche la beauté? Donc, c'est pas se guérir, c'est chercher des valeurs qui sont au-delà de soi. Donc, toutes ces questions... alors certains philosophes vont répondre, par exemple un auteur qui s'appelle Eric Suarez qui a écrit un bouquin qui s'appelle La philothérapie,
Alors pour lui, c'est évident que la philosophie, c'est une thérapie parce que face à des situations compliquées, elle nous permet de prendre du recul et de mieux comprendre ce qui nous arrive. Donc, dans une certaine mesure, elle nous soigne. Mais il y a d'autres philosophes, comme Michel Tozzi par exemple, c'est plutôt, non, la philosophie, c'est travailler l'argumentation, c'est être capable de poser une question, c'est être capable de donner un argument qui ne vaut pas seulement pour soi, mais pour tous. Et donc, par exemple, pour ces philosophes-là, la philosophie, c'est plutôt ce qui va me permettre d'être un bon citoyen. C'est pas tellement ce qui va me guérir, parce que ça relève de l'hypnothérapeute, ça relève du psychanalyste, mais la philosophie, c'est ce qui me permet d'être un citoyen. Donc, moi, je vais vous dire un peu comment je me situe par rapport à tous ces courants. Alors, c'est le courant de la pratique philosophique, qui est un courant qui existe depuis une trentaine d'années à peu près, où vraiment on va mettre la philosophie au cœur de la cité. Alors, vous n'hésitez pas à m'interrompre encore une fois s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, ou si vous ennuyez tout simplement, parce que au bout d'un moment, quelqu'un qui cause tout le temps, on a un petit peu du mal à le suivre, donc n'hésitez pas. Alors, déjà, première chose, il me semble que c'est important en pratique philo, c'est de prendre conscience de son positionnement. C'est-à-dire, un petit peu, alors je m'appuie sur un philosophe, Nietzsche, qui disait ce que nous pensons, ça vient de quelque part. Et pour Nietzsche, ce que nous pensons, ça vient d'un certain état de santé, justement. Quelqu'un qui est malade, qui est fragile, qui est faible, il va avoir tendance à élaborer des idées qui justifient son état de santé. Par contre, quelqu'un qui est en pleine santé, il va aussi avoir des représentations qui justifient son état de santé. Par exemple, quelqu'un qui est fragile, il va plutôt justifier le contrôle, la méfiance, il va avoir un petit schéma comme ça construit. Quelqu'un qui est plus en santé, il est moins méfiant peut-être. Hein. Donc, en tout cas pour Nietzsche, c'est une façon de voir qui me semble intéressante, c'est que nos pensées, la raison n'est pas la plus forte. Ce qui est le plus fort, c'est le corps. Il dit d'ailleurs, la grande raison, elle vient du corps. Et c'est notre état de pensée qui détermine, notre état physique, pardon, donc qui détermine nos pensées. Oui, alors vous avez une question? Oui, on peut très bien être fort un moment et faible, et puis... Alors on peut changer, hein, effectivement, on peut changer. Il y a des moments où effectivement on est en pleine santé, on va avoir des idées liées à cette pleine santé. En tout cas, chez Nietzsche, c'est toujours le corps ça vient de là. Parce qu'après ça monte sur le corps. Voilà, et puis du coup, nos pensées sont toujours liées à un état du corps. Alors, donc à quoi ça sert de faire de la philosophie, hein, si finalement on est toujours en train de justifier un état du corps? Quelle est notre marge de liberté si c'est notre corps qui décide malgré nous sans qu'on en ait conscience? C'est pas forcément justifié. Alors, d'après, il me semble que c'est assez intéressant de savoir, tiens, ce que je pense, à quoi c'est lié chez moi. Alors, il y a peut-être une petite marge de liberté, c'est celle peut-être que permet la pratique philo, c'est maintenant prendre conscience. Si je prends conscience de l'état dans lequel je me trouve, et cette prise de conscience va me donner une petite liberté. Alors, on n'a pas une liberté, il me semble, énorme sur soi-même, mais rien que s'accepter, c'est déjà pas mal. Déjà, ça va peut-être nous changer un petit peu si on arrive à s'accepter tel qu'on est. Mais en tout cas, il y a toute cette idée d'essayer de comprendre d'où on parle, de faire tout ce travail sur soi. Et ça, en pratique philo, c'est vraiment une dimension très importante, d'essayer de se connaître le mieux possible. Si par exemple je me rends compte que je suis une personne fragile, un peu malade, mes pensées, elles vont être liées à ça. Alors du coup, si je m'en rends compte, deux choses, ça va me donner une certaine liberté. Déjà, je ne vais pas imposer à tout le monde mes pensées, parce qu'il y a des gens certainement qui sont un peu malades comme moi, eux, ça leur convient bien, mes pensées. Mais il y a des gens qui n'en ont aucun besoin. Ouais, ils sont en pleine santé, ils n'ont pas besoin d'échafauder tous ces systèmes philosophiques. Ta philosophie, moi j'en ai pas besoin. Hein. Donc ça donne, on va dire, une certaine tolérance. Parce que si on ne s'en rend pas compte, on a un point de vue absolu sur le monde et on va l'imposer aux autres. Alors déjà, ça donne une petite modestie. Hein. Petite modestie, puis si je me rends compte que finalement je suis peut-être un peu fragile, je vais pouvoir travailler pour me renforcer. Hein.
Et donc là, la pratique philosophique, elle invite vraiment à faire des exercices. Allez, t'es tout timide, eh ben vas-y, lance-toi, essaye de faire un petit quelque chose. Ces petits exercices quotidiens que chacun d'entre nous peut essayer de faire. Alors maintenant que j'ai dit tout ça sur l'importance de comprendre son positionnement, c'est un peu ce qu'on va faire dans une consultation philo. Hein. On va essayer de comprendre le schéma de représentation de la personne. Tiens, toi, comment tu vois les choses? Chacun de nous, on s'est construit notre petite philosophie portative qui fonctionne puisqu'on est vivant. Hein. Si elle ne fonctionnait plus, ben, elle ne sera plus là, tout simplement. Elle fonctionne, alors elle a ses limites. Et justement, tiens, regarde comment elle fonctionne, regarde peut-être les limites de ta façon de te représenter les choses. Ça va être un des objectifs de la consultation philo. Alors j'ai dit que c'est important de comprendre son positionnement. Ben, moi, je vais peut-être parler un petit peu du mien rapidement. Hein. Moi, Laurence Boucher, mon positionnement. Est-ce que je suis malade ou pas? Ouais, je pense un petit peu. Un petit être un peu fragile, effectivement, et qui avait eu besoin dans sa vie de faire de la philosophie. Hein. Je pense que tous les gens qui font de la philo, c'est quelque part, il y a un moment où ça va pas, quoi. On fait de la philo parce qu'il faut bien essayer de trouver une façon de se construire. Je pense qu'il y a des gens qui ont nullement besoin de ça. Moi, j'en connais. Hein. J'habite dans le Jura, dans la montagne. Je connais un certain nombre de personnes qui n'ont pas du tout besoin de faire de la philo, qui ont une sagesse, une force. Voilà, ils sont sages. Le philosophe, plus modestement, il aspire à la sagesse. Hein. Donc moi, je suis plutôt dans ce cas-là, une petite personne qui aspire à la sagesse. Donc j'ai fait de la philo parce que j'ai rencontré, enfin, j'avais commencé des études de maths pour plaire à ma famille. Et puis je me suis rendu compte que plaire à ma famille, j'avais 19 ans, c'était peut-être pas une bonne idée. C'est pas comme ça qu'on peut se construire. Et donc j'ai arrêté ces études, j'ai fait plein de petits métiers, serveuse, femme de ménage, etc. Puis un jour, j'ai rencontré un philosophe qui s'appelle Gilles Deleuze, un philosophe qu'on peut considérer comme un philosophe important du XXe siècle. Et là, waouh, Gilles Deleuze, j'ai senti qu'il y avait une intensité dans sa pensée. Alors j'ai pas compris tout ce qu'il disait, hein, j'avais 19 ans, mais waouh, il m'a impressionné. Bon, je pense que l'effet qu'il a produit sur moi faisait partie de ma névrose. Hein, c'est-à-dire que j'avais besoin de trouver un maître, et alors là, il y avait un maître à penser qui était impressionnant. Bon, toujours est-il que suite à cette rencontre, eh bien, je me suis dit, tu feras de la philo, c'est là que tu vas pouvoir trouver une intensité qui convient à ce que j'aspirais, à ce à quoi j'aspirais. Alors du coup, j'ai commencé ces études de philo, mais en France, les études de philo, c'est d'un côté, ça ouvre l'esprit parce qu'on rencontre plein de façons de penser, et puis d'un autre côté, ça inhibe beaucoup parce que vous découvrez de très grands philosophes, Kant, Platon, Nietzsche, et puis vous vous dites, mais qu'est-ce que je suis par rapport à ça? Vous arrivez dans l'amphi de la Sorbonne, vous avez un professeur qui descend dans l'amphi, là, tous les étudiants qui sont là, et chacun se sent un peu crétin parce que parfois on ne comprend pas tout ce que dit le philosophe en question, et on dit mais le voisin lui il doit comprendre. Hein. Donc c'est en même temps très inhibant ces études telles qu'elles sont faites en France, et puis il y a tout un système, je pense que c'est particulièrement français, où l'académie, l'institution, alors vous savez, ça va le plus bas niveau, ce serait l'étudiant, le vacataire, ensuite le professeur qui a eu le CAPES par concours interne, ensuite par concours externe, ensuite l'agrégé par concours interne, etc. Toute une hiérarchie qui fait que, rapidement, je me suis rendu compte, ce qui compte, il semble plutôt savoir comment on est placé dans cette hiérarchie que poser des questions. Ça compte plus que proposer des hypothèses. Donc ça a un effet sur les gens qui sont déjà un peu fragiles comme moi qui est pas très positif, quoi. Finalement, on se soucie plus tellement de penser, on se soucie, est-ce que j'ai l'air intelligent, hein? Est-ce que j'ai l'air intelligent? Non, je pense que je suis un petit peu crétin. Et donc on passe son temps à faire de l'esbrouf. Hein. Et c'est pourquoi il me semble, il y a un certain nombre de philosophes, je ne suis pas la seule à avoir connu ce problème, qui sont une espèce de névrose, on va en rajouter pour impressionner, montrer ce qu'on a lu, moi j'ai lu tel auteur auquel personne ne comprend rien, et plus on a un discours abscon,
Et plus on affirme ce discours avec vraiment beaucoup d'assurance, plus on se sent fort, et plus d'autres vont nourrir des complexes. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Hein. Je pense que je ne dois pas être la seule, parce qu'en discutant avec les uns et les autres, je me rends compte que c'est un sentiment assez partagé. Si bien que le philosophe, on ne comprend rien à ce qu'il raconte. Parfois, j'ai des élèves qui font ça. Hein. Ils écrivent des trucs, on ne comprend rien. Ils disent, bah, c'est de la philo, non? Et toi-même, tu comprends ce que tu as écrit? Ben non, mais je fais de la philo. Donc voilà, je pense que ça nourrit un rapport au savoir qui me semble assez problématique, parce que finalement, on est angoissé à l'idée de se tromper, alors que justement, faire des erreurs, c'est ça qui nous fait progresser. Et c'est ça qui fait progresser la science. C'est quand les scientifiques ils proposent une hypothèse, tiens, ton hypothèse, elle ne marche pas, il faut la rectifier. Mais si on n'a pas d'hypothèse, on ne peut rien faire. Qu'est-ce que c'est qu'une erreur, sinon une hypothèse qui ne marche pas? Mais c'est comme ça qu'on avance aussi. Hein. Donc, alors là, j'étais mal barrée hein, avec tout ce système-là qui n'avait pas arrangé mes affaires, jusqu'au jour où j'ai rencontré la pratique philosophique. Et là, j'ai vu qu'on pouvait travailler vraiment autrement, ça répondait à mes attentes. En particulier, un philosophe, alors dans ma névrose, hein, j'avais besoin de maître, un philosophe qui s'appelle Oscar Brénifier. Oscar Brénifier qui fait beaucoup de pratiques philo, je l'avais rencontré et je le voyais interpeller, hein, j'ai assisté à une conférence, enfin c'était pas vraiment une conférence, plutôt il interpellait des personnes et il les amenait à penser, alors en les brusquant aussi beaucoup, hein, je me souviens qu'il avait fait une consultation de philo à une de mes collègues et elle s'était rendue compte au fil de la consultation qu'elle était dogmatique, incapable d'esprit critique. Alors c'est quand même embêtant quand on est prof de philo, puisque justement on est censé avoir un esprit critique. Et donc au début ça m'avait choqué parce que c'était brutal. Hein. Et puis après ça m'a fait réfléchir. J'ai moi-même fait des consultations avec ce philosophe jusqu'au jour où il m'a envoyé balader et il m'a dit écoute Laurence, maintenant tu viens plus à mes séminaires. Et quelque part, mon maître qui me disait ça, qui me foutait dehors, ça m'a un peu secoué, mais en même temps, tu dis, bah vas-y, lance-toi, c'est super. Hein. Et maintenant, donc, je me suis lancée, c'est pas toujours facile. J'ai fait des ateliers, parfois c'est difficile parce qu'il s'agit de mettre les personnes face à elles-mêmes, de rechercher une vérité. Quand quelqu'un parle, il a l'impression, parfois des gens qui parlent avec beaucoup d'assurance, ces personnes-là, on a l'impression de dire des choses passionnantes, mais en attendant, personne ne comprend ce qu'elles disent. Donc, quand elles s'en rendent compte, il y a toujours un effet qui est un peu brutal. Alors, moi, je me suis fait, ça, des gens, j'ai se fâcher. Bon, et puis finalement, le plaisir, malgré tout, de philosopher, elle a emporté pour moi sur le plaisir de plaire. Quand on voit de la pratique philo, la priorité, c'est pas de plaire. La priorité, c'est vraiment d'arriver à penser ensemble. Donc, voilà un petit peu pour mon positionnement. Voilà, avec les maladies, santé. En tout cas, il me semble, de même qu'en psychanalyse, le psychanalyste doit faire lui-même une psychanalyse, de même le praticien philosophe doit lui-même faire des consultations philosophiques et puis évidemment travailler beaucoup sur lui-même aussi. Voilà, alors il y a cette dimension, c'est travail sur soi, souci de soi. C'est ce qu'on faisait déjà dans l'Antiquité. Philosophie, c'est un souci de soi. On voit ça chez un philosophe qui s'appelle Pierre Hadot. Il parle beaucoup, il a montré que dans l'Antiquité, c'est vraiment le propre de la philosophie antique, c'est pas d'échafauder des grands systèmes, mais c'est de travailler sur soi pour essayer d'être le plus authentique possible, pour atteindre une certaine vérité sur soi. C'est ça la priorité. C'était pas d'écrire des textes, hein, si on lit les stoïciens ou les épicuriens, c'est d'atteindre une certaine sagesse. Et donc les stoïciens, les épicuriens mettaient en place des exercices pour atteindre cette sagesse.
Et donc à ce titre, on peut dire que c'est une certaine thérapie. Hein, et quand il parlait de sagesse, il disait c'est l'absence de trouble. Hein, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on est mal? Pour les philosophes de l'Antiquité, c'est des désirs, par exemple pour Épicure, désir de richesse, désir de puissance, désir de reconnaissance, on veut être aimé de tous. Hein. Alors, on a tous des désirs un petit peu comme ça, qui nous perturbent. Et donc, pour ces philosophes, eh ben, petit à petit, essayer de prendre de la distance avec ces passions. Donc pour eux, la maladie, ce serait les passions excessives. Les passions dans le sens où elles nous rendent esclaves. On devient esclave de ce qu'on recherche, esclave de l'argent, esclave de l'amour, esclave de... Et donc on perd toute liberté. Alors pour eux, voilà, la philosophie, pour eux, c'est bien une thérapie, essayer de se soigner de ces passions excessives pour atteindre une sagesse, un détachement. Alors, je pense que c'est très intéressant comme démarche, mais en même temps, et puis il y a beaucoup un regain d'intérêt hein, pour ces philosophies-là actuellement. Peut-être qu'on vit dans un monde assez perturbé, les menaces écologiques, les menaces terroristes, un monde assez violent. Et donc il y a un retour vraiment à ces philosophes qui nous donnent une sagesse. En même temps, je me demande si c'est pas une certaine... il y a à notre époque une peur de souffrir aussi. On a la panique de la souffrance, il me semble. On a des technologies maintenant qui ont considérablement amélioré nos conditions de vie. Et en même temps, du coup, la vie est plus facile, mais on est devenu plus sensible. On devient, me semble-t-il, ultra sensible à la souffrance. Si bien qu'à la limite, presque on souffre de souffrir, quoi. C'est une sorte de souffrance puissance 2. Et donc, à tout prix, il faudrait l'éloigner. D'où, je pense, ce regain d'intérêt pour ces philosophes de l'Antiquité, vu sous cet angle, ouais, bien-être. Il faut du bien-être, peut-être de l'optimisme, du bien-être, de la douceur dans ce monde trop difficile. Or, je me demande si la santé, c'est pas justement, la vie est faite de souffrances. Il y a des souffrances dans la vie, il n'y a pas que ça, mais enfin, il y a des souffrances. Et est-ce que être en bonne santé, c'est pas se dire, oui, voilà, tu passes un sale moment là, mais voilà, ça va aller mieux, ou tu passes un sale moment et puis c'est l'occasion de devenir plus fort. Alors, peut-être être en bonne santé, c'est être capable d'accepter une certaine dose de souffrance plutôt qu'à tout prix vouloir l'évacuer. Et donc, du coup, peut-être la philosophie, c'est pas tant une thérapie, c'est plutôt rechercher certaines valeurs. Est-ce qu'il faut chercher le bien-être à tout prix? Ou bien est-ce qu'il faut chercher la vérité, la beauté, la justice? Donc il y a toute cette dimension du rapport à la souffrance qui me semble intéressante à analyser dans nos sociétés contemporaines. Et la consultation philo, à ce titre, je dirais, plutôt que d'adoucir nos souffrances, elle va nous confronter à des angoisses existentielles. Alors je vous donne l'exemple d'une dame en consultation qui est venue me voir. Alors on va l'appeler Valérie. Et elle m'écrit, elle est psychologue, elle m'écrit un long mail pour me dire je suis psychologue, mais la psychologie ne répond pas à mes angoisses. En fait, elle a des angoisses existentielles. Et elle me décrit ses angoisses. Elle me dit, d'abord, j'ai 35 ans, je me pose la question d'avoir des enfants. Je n'en ai pas le désir, mais il me semble que dans notre société, pour qu'une femme soit accomplie, il faut qu'elle ait des enfants. Et elle me dit, mais j'ai peur que si je n'ai pas d'enfant, je vais le regretter après. Et une fois que l'âge sera passé, je vais regretter de ne pas avoir d'enfant. Première angoisse qu'elle a eue. Et puis elle me dit aussi, oui, puis si j'ai pas d'enfant, je vais mourir toute seule. Alors, et puis c'était un long mail pour me raconter tout ça. Et en lisant son mail, je me dis, oui, là, il y a deux angoisses existentielles. La peur de mourir seule, mais je ne vois pas très bien comment elle va faire pour ne pas mourir seule, parce que par définition, on meurt tout seul. Donc, il va bien falloir qu'elle se confronte à cette angoisse.
Et puis la peur de choisir, c'est sûr, soit vous choisissez d'avoir des enfants, soit vous choisissez de ne pas en avoir, mais vous ne pouvez pas faire entre les deux. Hein. Là, il n'y a pas de possibilité. Donc c'est la difficulté qu'on rencontre tous, c'est celle de choisir. Si je choisis de tourner à gauche, je ne choisis pas de tourner à droite. Je ne peux pas tout choisir et on aimerait bien pouvoir tout choisir. Oui, et choisir, ce que disait Spinoza, c'est renoncer. Hein. C'est pour ça que c'est tellement difficile de choisir. Je choisis un truc, je renonce à autre chose. Choisir n'est pas renoncer. Alors, est-ce que ça peut avoir du sens de dire que choisir, c'est renoncer? Ah ben pour moi, non. Alors, pour vous, non, mais... Parce que choisir, c'est vrai que si je veux aller à gauche, je renonce à aller à droite. Oui, donc c'est renoncer. Non, je prends la direction qui me convient. C'est accepter pour renoncer. Hein? Pour renoncer d'aller à droite. Pour renoncer d'aller à droite. Ce qui fait que souvent, on a du mal à choisir. Vous rencontrerez, est-ce que vous pensez que chez les êtres humains, c'est plutôt fréquent que les gens aient du mal à choisir, oui, ou c'est quelque chose de rare? C'est fréquent. Hein? C'est un truc très fréquent. On voit parfois même rien que devant le menu des pizzas, il y a des gens qui n'arrivent pas à choisir hein, parce qu'ils voudraient toutes les prendre. Je sais pas si c'est votre cas. Il y a des gens, parfois ils retournent même dans les cuisines pour dire ah mais non finalement c'est la margarita que je voulais, c'est pas. C'est difficile. Hein? Donc il y a des difficultés de l'existence auxquelles chacun d'entre nous est confronté. La peur de la mort, la peur de la solitude, la peur de ne pas être aimé, la peur de faire le mauvais choix, c'est extrêmement fréquent. Hein. Donc, en tout cas... Ça dépend aussi beaucoup, comme vous disiez avant, de son état de santé. Peut-être aussi. Hein, oui. Type très bien dans ce basket, dans ce moment même, quelle pizza, celle-là. Voilà. Demain, je mangerai l'autre. Ouais. Un type qui ne va pas bien depuis un moment, je sais vraiment pas comment faire. En plus, j'essaie de la nuit, à côté. Mais l'état de santé, ça dépend de notre état de santé. Hein. On est des petites machines un peu fragiles, effectivement. Tout dépend de l'état de santé dans lequel on se trouve. Alors on a peut-être ce petit pouvoir de se connaître un peu soi-même. Voilà. C'est un peu l'idée de la pratique philo. Pour en revenir à cette personne, du coup, elle finit son mail en me disant la psycho, ça marche pas. Et moi, j'aimerais bien que les philosophes apaisent mes angoisses. Bon, alors, et elle comptait sur moi pour apaiser ses angoisses. Alors, pourquoi c'est ce que je me disais tout à l'heure, pourquoi faire appel? On peut avoir lu les grands philosophes, tout ça. Moi, je suis un financier, d'accord? Donc les philosophes, je les ai lus il y a pas mal de temps, et pas complètement non plus. Hein. Je ne suis pas fou de la philosophie, mais la philosophie, elle n'est pas forcément avec parler à ce que j'ai écrit. Parce que la philosophie, elle peut se créer, la manière de penser, elle peut se créer sur la philosophie de la vie. Oui, alors, mais là... D'accord, et qui n'est pas forcément gérée par ce qu'on a pu lire avant. Parce que combien de personnes n'ont pas forcément la capacité de lire la philosophie, de la comprendre, de l'appliquer. Oui, d'accord. Mais là, je vous parle de cette personne, elle, c'est ce qu'elle attendait. C'est comme ça qu'elle voyait les choses. D'accord. Parce qu'il y a combien de personnes qui font l'analyse de ce qui se passe dans leur vie sans faire un point d'appel sur les philosophes. Et simplement par rapport à l'expérience du vécu. Oui, ça, on est bien d'accord. Oui. Oui. Mais là, oui, Fatima. En fait, quand tu parles, il y a peut-être deux choses à distinguer. Tu as le savoir, effectivement, les dépositaires de ce savoir, et puis tu as ce qu'on appelle les compétences philosophiques, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir analyser, de pouvoir argumenter, de pouvoir, finalement ça, c'est quelque chose qui s'apprend peut-être, qui peut s'apprendre sur le tas, on n'est pas obligé de l'apprendre en fac ou auprès des gens, auprès des philosophes. C'est-à-dire, voilà, un paysan, il peut être parfaitement philosophe parce qu'il va faire appel à ce qu'on appelle les compétences philosophiques. Oui, tout à fait, il y a une logique. Et je pense que c'est ça ton... C'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Alors en tout cas, c'était pas elle se représentait les choses comme ça. Elle pensait que la philosophie allait soigner ses angoisses. Une analyse, on peut la faire tout seul. Elle, voilà, je vous décris la situation de cette personne qui voyait les choses comme ça. Un certain nombre de personnes d'ailleurs pensent que la philosophie va apporter des tas de remèdes. Moi, je ne crois pas. Hein. Alors, elle est venue, on a fait une consultation, et là, c'était pas du tout ce qu'elle attendait. Hein, parce qu'on a fait une consultation,
Elle a commencé à faire des grands discours et plutôt qu'à répondre, parce que dans une consultation philo, la personne arrive avec une question et à partir de cette question, le philosophe va questionner la personne pour mettre au jour son schéma de représentation. Et donc là, ce que faisait Valérie, c'était me parler, mais pas du tout répondre aux questions que je proposais. Alors je lui ai fait remarquer, est-ce que vous voyez que vous faites des grands discours, d'ailleurs ça correspondait à son mail, hein, très long. Est-ce que vous vous rendez compte que vous faites des grands discours? Elle s'en était jamais rendue compte parce que d'habitude personne ne lui dit, c'est-à-dire on la laisse causer pendant des heures et personne ne lui dit, tu réponds pas à ma question, tu n'entends pas ce que je te dis. Et donc là, forcément c'est l'exercice même de la consultation philosophique. Je viens de vous poser une question, est-ce que vous l'avez entendue? Ah ben non, je ne l'ai pas entendue. Est-ce que vous savez pourquoi vous ne l'entendez pas? Eh bien, oui, parce que je suis avec moi-même. Est-ce que ça vous étonne de faire ça? Ben, oui et non. Est-ce que vous le faites souvent? Ben oui, je me rends compte que je le fais souvent. Et du coup, ça l'a complètement prise à contre-pied. Hein, c'est-à-dire, il fallait qu'elle s'observe elle-même. Je dis, est-ce que vous voyez pourquoi, par exemple, vous faites tous ces très longs discours plutôt que de répondre à une question que je vous pose? Vous n'entendez même pas d'ailleurs. Elle me dit, oui, c'est parce que je veux contrôler. Effectivement, celui qui parle tout le temps, assez souvent, généralement, c'est qu'il veut contrôler ce qui se passe. Hein. C'est lui qui est en train de causer, et du coup, il n'y a plus de place pour les autres. Hein. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passerait si vous ne contrôliez pas? Elle me dit, il y aurait des choses inattendues, et ça me fait peur. Hein. Et donc, elle s'est rendue compte que, sous son apparence posée, sous son apparence de femme, justement, psychologue, eh bien, elle a beaucoup de mal à laisser jaillir l'altérité, l'indifférence, l'autre, elle ne lui laisse pas de place. Alors évidemment, ça n'a pas du tout répondu à ses angoisses existentielles, ça l'a plutôt mis face, ça l'a mis face à son angoisse. Parce que si vous les contrôlez, c'est certainement qu'il y a une angoisse très forte que plutôt que de la regarder en face, eh bien, vous produisez tout ça. Elle dit oui, elle avait ses angoisses, des angoisses très classiques, hein, la peur de la mort, la peur de la solitude. Et là, tout le travail, c'est de la mettre face à ça. Donc, c'est pas tellement d'apaiser comme on pourrait le penser, c'est pas tellement une thérapie dans ce sens-là. Alors, mon pauvre petit, t'es malade, ça va pas, je vais te consoler. Non, 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 c'était pas du tout l'objectif de la consultation philo, c'est pas de consoler. Mais c'est de mettre, regarde cette difficulté, regarde-la, regarde-toi. Et accepte-toi, accepte cette difficulté que tu peux rencontrer, ça, et accepte ta petite personne, qui, hein, tout modestement, avec ses difficultés, et donc on utilise justement beaucoup la vidéo, hein, les consultations sont filmées, et après la personne, c'est déjà... Première étape, faire la consultation. Alors, il y a des gens, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Waouh, ah c'était ça, je ne pensais pas que ça serait ça. Justement, j'allais vous demander, est-ce qu'ils savent où ils s'engagent? Voilà. Parce que alors, s'ils ne savent pas trop... Je les préviens, ils disent ouais, super, moi je vais faire ça. Mais j'ai beau prévenir, à chaque fois ça déroute. Hein. C'est pas tout à fait ce que j'attendais. J'ai mis des vidéos sur mon site, et allez voir les vidéos. Ouais, mais je vais vous connaître, hein. Pas de problème. Hein. Et puis, quand on est dans le feu de l'action, ça devient un peu plus difficile. C'est vrai que c'est très difficile. Hein. Moi-même, je fais l'exercice, je regarde les vidéos. Des fois, se voir soi-même, hein, c'est un exercice très compliqué, hein, parce qu'on s'est construit une image sociale idéale de nous-mêmes pour plaire à nos proches. Et puis l'image, quand on regarde dans la vidéo, wow, c'est moi qui ai tous ces tics, c'est ça ma voix, un peu stridente, un peu... Bah ouais, c'est toi. Les autres t'acceptent, hein. Là par exemple, Ils sont habitués. Ils sont habitués, vous semblez m'accepter à peu près, vous écroulez pas en disant « Oh, c'est affreux !» Après moi, quand je vais regarder, je dis, ils m'ont bien accepté, accepte-toi aussi. Hein. Et tout ce travail, se réconcilier avec ce qu'on est, parce que tant qu'on ne fait pas ça, on ne peut rien faire. Donc Valérie, elle a eu le courage de regarder la vidéo, parce qu'il y a un certain nombre de personnes, oh ouais, super l'exercice, merci, il me donne 50 €, puis j'en entends plus jamais parler. Hein. Et puis voilà, après ça. Mais il y en a d'autres.
qui font l'exercice de regarder la vidéo, de l'analyser, et puis parfois, pour certains, même de faire des formations plus longues. Donc voilà, pour résumer l'idée, c'est que il ne s'agit pas de faire c'est pas une thérapie où on va se consoler, c'est une thérapie où on va se regarder. Alors, il y a des points communs avec la psychanalyse, parce que la psychanalyse, c'est pas non plus très flatteur, hein. Là aussi, il s'agit de se regarder. La grande différence avec la psychanalyse, c'est qu'on va utiliser l'outil de la philosophie, c'est-à-dire, on ne va pas se raconter. Les personnes qui viennent, elles ne viennent pas me raconter leur vie. Elles vont répondre à des questions que je leur pose sur leur schéma de représentation. Hein, je ne vais pas leur demander leur enfance, machin, demander, par exemple, pourquoi vous faites ces longs discours. Et rien que répondre à ça, pourquoi vous faites ces longs discours, ou pourquoi vous êtes complètement fuyant, pourquoi vous ne dites rien, ça arrive aussi, il y a des gens, ils sont on leur pose des questions, ils réfléchissent à il y a plusieurs façons d'être, ils sont perdus dans leur réflexion, je ne peux pas répondre. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que ça vous arrive souvent? Et là, on va demander à la personne, si vous voulez, le questionnement, comme faisait Socrate, hein, ça implique une présence. Alors, il y a une dimension qui est difficile, il faut prendre en charge ce que dit l'autre, puis lui répondre. Et cet exercice-là, qui paraît tout simple, en fait, il est hyper difficile. Qu'est-ce qu'il me dit? Et donc là, on fait bien un travail philosophique parce qu'il s'agit de répondre à des questions et d'y répondre de façon argumentée. Par exemple, une personne si je reprends cet exemple, qui parle beaucoup, je me demandais mais pourquoi elle peut faire ça? Est-ce que souvent on a du mal parce que c'est soi-même. Hein, on a beaucoup de mal à avoir vraiment du recul avec soi-même. Je lui demandais, est-ce que vous connaissez des personnes qui parlent beaucoup? Ou je prends un autre exemple, une personne, c'était plutôt le genre dictateur éclairé, là, c'était un monsieur en consultation. Il connaît le bien, hein, et c'est formidable, il sait ce qui est bien pour les autres. Donc c'est quelqu'un qui se perçoit comme extrêmement généreux, hein, il aide les autres, il est tout à leur écoute, pense-t-il, parce qu'en fait il n'écoute pas beaucoup, et il va faire le bien pour vous, hein, il donne tout pour les autres. Et je dis que vous voyez le problème que ça peut poser. Ah ben, comment ça pose aucun problème, il ne voyait pas du tout. Alors là, ce petit décalage avec ça, est-ce que vous connaissez des gens, déjà vous avez rencontré des gens qui voulaient votre bien? Ah oui, oui. Est-ce que vous voyez le type de problème que ça peut poser? Donc là, toujours essayer de se décaler, de se voir de l'extérieur. Ah ben oui, finalement, j'écrase l'autre, je ne laisse pas respirer, je lui impose ma façon de voir. Et donc là, je me souviens, ce monsieur, tout d'un coup, et je lui dis, comment vous appelleriez? Il y a tout le travail de conceptualisation. Est-ce que vous pouvez mettre un nom sur quelqu'un qui veut le bien des autres? Et là, c'est lui qui m'a sorti, ben oui, c'est un dictateur éclairé, un dictateur qui veut le bien pour les autres. Il y en a eu comme ça au XVIIIe siècle. Il savait ce qui était bon pour le peuple, sauf que le peuple, il préférait savoir ce qui était bon pour lui. Donc, alors, la révélation, il a un petit côté comme ça. Ensuite, il va essayer de travailler sur lui-même pour éventuellement... il ne s'agit pas, il n'y a pas de jugement moral. Après tout, pourquoi pas être un dictateur éclairé? C'est pas interdit. Hein, il y a un certain nombre de personnes qui veulent le bien des autres. Il n'y a aucun interdit, mais juste en avoir un petit peu conscience de ce que ça peut produire chez les autres. Ça a des limites aussi. C'est un peu comme les syndicats, en ce moment. Oui. Le bien des autres. Oui, c'est ça. Ce sont des dictateurs éclairés. Oui. Et tous les prêtres, les gens d'église, les chrétiens, toutes sortes de religions au monde, ils ne veulent pas le bien des autres. Ils ne se mettent pas à une fenêtre ou derrière un hôtel à dire ce qui est bien, ce qui est mal. Pour les autres. Oui. Un professeur de philosophie indienne, asiatique, qui y en a beaucoup, de plus en plus. Et il dit pas ce qui est bien, ce qui est mal. Souvent, c'est très humain, hein, vouloir le bien pour les autres. Et puis en plus, on se trouve généreux quand on fait ça. C'est quand même assez Les prêtres, ils sont dans l'écoute et puis dans la transmission d'un certain savoir et d'un certain... Selon eux. façon de penser. Selon eux. Oui, mais ils parlent par rapport à des écrits.
qui Ensuite, interprète. Qui interprète selon Oui, leur mais conscience. oui, tout à fait, il y a l'interprétation, on voit ce que ça peut donner, d'accord, mais... C'était un exemple, pour être Oui, non, mais prêtre tout à fait. des chrétiens, Je veux dire, l'islam. Mais il n'y a pas besoin d'être prêtre pour vouloir être dictateur éclairé. Hein. On peut être tout à fait laïque et penser le bien pour les autres. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aider l'autre? Lui, c'est un peu sa problématique à cette personne-là. Aider l'autre, est-ce que c'est faire le bien auquel j'ai pensé moi déjà? Ou bien est-ce que c'est plutôt le laisser faire? Non, c'est Hein, de ne pas intervenir? Qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est écouter et observer. Peut-être écouter, observer. En tout cas, cette personne-là, si vous voulez, tout le travail de la consultation philo, c'est d'essayer de penser ce qu'on ne pense pas habituellement. Pour lui, c'était évident qu'il aidait les autres. Essayez de penser peut-être qu'on peut voir les choses autrement. Essayez de penser que peut-être pour aider les autres, finalement, d'une certaine manière, il ne faut pas les écouter, il ne faut pas chercher à leur faire plaisir, peut-être. Il ne faut pas aller dans leur sens, c'est peut-être pas ça les aider. Parce que lui, c'est plutôt un consolateur, c'est-à-dire... il parle il dit, ah ben oui, il y a quelqu'un de très proche, tu sais, il peut m'appeler à 3h du matin, me raconter ses malheurs, et moi je serai toujours là pour lui. Tu sais, à mon avis, tu l'aides pas si tu lui réponds à 3h du matin. Tu ferais mieux de le raccrocher au nez, puis de lui dire, enfin, peut-être on peut voir les choses autrement. Hein, donc il y a tout ce travail, essayer de penser comme on ne pense pas habituellement, c'est un des objectifs de la consultation philo. Donc, voilà, alors, ce qui va être difficile dans la consultation philo, c'est qu'on tire des bénéfices secondaires de notre maladie. C'est-à-dire, c'est rassurant de penser qu'on aide les autres, hein. C'est rassurant de contrôler. Et la consultation philo va vous amener à prendre des risques, à essayer de faire un peu autrement, mais comme on dit, on sait ce qu'on perd et on ne sait pas ce qu'on va gagner de l'autre côté. Hein. Il y a toujours cette... Essaye de te mettre un petit peu en danger. Hein. On pourrait faire... alors du coup, à ce titre, c'est peut-être une forme de thérapie quand même, hein, même si l'objectif, c'est pas forcément le mieux-être. Il y a peut-être... l'objectif, c'est d'apprendre à philosopher. L'objectif, c'est peut-être se dépasser soi-même. Mais il va quand même falloir travailler un peu sur soi-même. On pourrait comparer avec le danseur. Un danseur, son objectif, c'est de danser le mieux qu'il pourra. Le philosophe, le praticien, son objectif, c'est de philosopher avec les autres le mieux qu'il pourra. Mais le danseur, eh ben, avant de pouvoir faire des beaux gestes, il va devoir regarder, tiens, oula, là, je suis un petit peu rigide, il va falloir assouplir ça, parce que sinon je ne vais pas y arriver. Hein, donc il va devoir travailler sur lui-même. Pareil pour le philosophe. Oui, j'aimerais bien participer à un atelier, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à vous dire. Ok, mais regarde là comme tu es rigide. Hein, parce que tu dis que tu n'es pas d'accord avec un tel, ça arrive très souvent en atelier. Hein. Mettons, Simone dit quelque chose, ça arrive très souvent. Je ne suis pas du tout d'accord avec Simone. Ah bon? Ça arrive ça. Alors ben, déjà, il y a des gens qui sont un peu énervés. Alors, est-ce que tu peux dire avec quoi tu n'es pas d'accord dans ce que dit Simonet, déjà? Et alors là, très souvent, ben, je ne sais pas ce qu'il a dit, je ne peux pas le répéter, c'est très fréquent, hein, c'est-à-dire, finalement, là, il y a tout un travail sur les émotions à faire, c'est-à-dire, parfois, il y a des gens, ils entendent un mot, alors ça va être syndicat, ça va être, je ne sais pas quel mot, ça va être féminisme, écologie, prêtre, waouh, ils bondissent tout de suite. Religion politique. Religion, politique, ils entendent des mots comme ça, c'est des mots réaction. Mais ils n'ont pas du tout écouté ce qu'a dit l'autre. Hein. Donc là, tout le travail, est-ce que tu peux simplement répéter ce que vient de dire telle personne? Et pour beaucoup d'entre nous, c'est d'une difficulté redoutable. Hein. Simplement répéter ce qu'il a dit. Alors maintenant, il a dit ça. Est-ce que tu penses que ça a du sens, ce qu'il a dit? Non, non, ça n'a aucun sens. Et les autres personnes, là, est-ce qu'elles pensent que ça a du sens? Oui, ça a du sens. Alors, comment ça se fait que pour toi, ça n'a pas de sens? C'est qu'en fait, la personne, elle n'est pas d'accord. Ce que tu dis, ça n'a pas de sens, c'est parce que je ne suis pas d'accord avec toi, parce qu'évidemment, ça aurait du sens si tu étais d'accord avec moi. Donc, il y a tout ce travail, et là, ben, la personne qui fait ça, elle dit, vous êtes plutôt, est-ce que vous voyez un petit peu comment, est-ce qu'on pourrait vous donner un nom, là? Qu'est-ce que vous nous montrez de vous-même? Ah, alors, parfois, elle a du mal à voir, alors je dis, vous voulez de l'aide? Alors là, les autres voient tout de suite le problème. Hein. Alors, tout le monde lève la main, si vous voulez de l'aide. Hein. Alors là, il faut être prêt à jouer le jeu. Et bien, il y a toujours quelqu'un qui dit, bah oui, vous êtes un peu rigide, un peu têtu, vous avez votre idée, vous n'écoutez pas celle des autres. Alors là, je renvoie la personne, c'est vrai que vous êtes un peu rigide, on vous l'a déjà dit.
Alors, soit tout le travail en tant que philosophe, moi, c'est de joindre l'humour à la vérité. Hein, parce que si c'était juste une vérité sèche, regarde, t'es têtu, hein, bon, c'est glaçant, on ne peut plus rien faire. Donc il faut mêler, on va dire, l'humour, l'amour et la vérité. Hein, le philosophe, il cherche l'humour, l'amour et la vérité. C'est-à-dire, si je dis juste la vérité à la personne, je la renvoie à elle-même, il y a quelque chose de très sec. Hein, c'est un peu comme Alceste dans le Misanthrope. Et il y a quelqu'un qui arrive avec son poème, tu l'aimes mon poème? Ben non, ton poème il est bon à mettre au cabinet. Bon, bah, la vérité, oui, c'est son poème il vaut peut-être pas grand-chose, mais sèche comme ça ne crée que du blocage. Donc il faut mêler une seule vertu. Le philosophe il cherche, il a des objectifs, des valeurs. Une seule valeur, ça marche pas, il en faut plusieurs. Comme si une seule valeur elle-même, elle se corrompait elle-même. C'est-à-dire vous cherchez juste la vérité, eh bien, vous allez corrompre la vérité. Vous cherchez juste l'amour, vous allez corrompre l'amour. Parce que si vous cherchez juste l'amour, si vous cherchez juste à être aimé, eh bien, ou à aimer, vous allez corrompre l'amour, c'est-à-dire que vous allez devenir flatteur, vous allez chercher à être complaisant, et ça, c'est pas de l'amour. L'amour, pour être du vrai amour, il faut de la vérité. Mais la vérité elle-même, si vous le cherchez, la vérité toute seule, vous ne la trouverez pas non plus. Et la vérité, il faut qu'il y ait un peu d'amour avec. Donc là, le philosophe praticien, il se transforme un peu il essaie d'être artiste, hein. Bon, ça ne marche pas toujours, hein, parce que parfois, je suis trop dans l'amour et pas dans la vérité. Parfois, trop dans la vérité et pas dans l'amour. C'est un équilibre à tenir entre les deux, avec comme objectif, eh bien, essayer de se détacher un peu de soi-même, d'être prêt à rencontrer l'altérité. Je dirais qu'un signe de bonne santé, c'est être prêt à rencontrer l'autre. Celui qui est malade, et là ça ressemble un petit peu à la maladie telle que l'a décrit Freud, la névrose, celui qui est névrosé, il est enfermé en lui-même. Il ressasse tout le temps les mêmes trucs. Il est enfermé dans son passé, il est enfermé dans son enfance et dans ses traumatismes, et c'est toujours les mêmes choses qui rabâchent et qui ressassent. Il ne peut jamais rencontrer les autres. Ça, c'est un signe de maladie, je pense. Et un signe de bonne santé, c'est, bon, bah, t'es peut-être pas génial, un peu fragile, machin, mais tu arrives quand même à rencontrer l'autre. Et donc, c'est un des objectifs, je veux dire, c'est ça. Et on va essayer dans un atelier de philo, c'est pas du tout ce qu'on fait ce soir, hein, mais par exemple, dimanche, on fera un atelier, je propose un atelier philo. Eh bien, essaye de te risquer un peu, essaye de comprendre ce qu'il dit, essaye de te décaler de toi-même, essaye de penser comme tu n'as jamais pensé. Et ça, c'est un des objectifs, c'est très difficile, ça ne marche pas toujours. Hein. Mais j'aime bien comparer avec des métaphores, avec la danse par exemple. Je me dis, tiens, on va essayer d'être des danseurs. Parfois, les danseurs, ils sont. Alors, c'est plutôt la danse, je ne sais pas si vous connaissez la chorégraphe Pina Bausch. Elle faisait danser, elle est morte, hein, mais elle faisait danser toutes sortes de personnes, y compris des vieillards. Bon, certes, ils sont un peu rigides, mais tiens, tu vois, elle arrivait à leur faire faire des gestes très gracieux avec ce qu'ils étaient. Il ne s'agit pas d'être des danseurs étoiles, hein, mais essayer chacun avec ce qu'il est, tiens, essayer de construire une pensée, essayer de sortir un peu de toi-même, essaye ce geste-là, et ce geste-là va s'insérer dans une sorte de chorégraphie, c'est-à-dire c'est grâce au groupe qu'on va arriver à avoir des pensées. Parfois, il arrive que dans un atelier, il y ait des pensées qui étonnent tout le monde. Tiens, c'est marrant, on n'avait pas vu les choses comme ça. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais parfois, waouh, j'avais jamais pensé comme ça. Et ça procure une véritable joie. Hein. Ce que disait le philosophe Spinoza, c'est qu'il y a des pensées qui peuvent donner une joie, elles donnent une sorte de sentiment d'augmentation de puissance d'exister, ce que disait Spinoza. La joie, c'est l'augmentation de la puissance d'exister. Et parfois, il y a des pensées. Alors, il faut prendre le temps de les écouter. Écoute ce qu'il vient de dire. Hein, ça vous plaît ce qu'il vient de dire? Qui avait déjà pensé à ça? Personne exactement comme ça. Et ça procure, c'est un des objectifs, on l'atteint ou pas, mais c'est de joie comme ça, être ensemble et à construire une pensée. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Laurence. Maintenant, nous allons faire une petite pause et puis nous reprendrons. Voilà, nous sommes au bord de l'Ourcq, me semble-t-il. C'est parti. Je voulais te demander si toi, donc, tu te considères comme une thérapeute. Non, je ne me considère pas comme une thérapeute. Je n'ai pas la prétention de soigner des maladies.
Mais par contre, je pense quand même que la pratique philo, ça a un effet thérapeutique. Si je reprends la comparaison avec la danse, pour danser, il faut déjà travailler un peu sur soi pour être un peu en bonne santé. Puis quand tu danses, tu es en meilleure santé que quand tu danses pas. Donc pareil pour la pratique philo. Le but, c'est pas de se soigner, mais il faut déjà travailler sur soi un peu, être à peu près, on va dire, dans une certaine santé psychique pour pouvoir philosopher. Parce que si t'es très rigide ou si tu es incapable de proposer une idée, tu vas pas pouvoir philosopher. Donc il faut bien travailler un petit peu sur soi pour être à peu près en mesure de philosopher. Puis ensuite, quand tu participes à des ateliers, quand tu fais des formations, ça te fait du bien. Et je dirais c'est pas vraiment le but, tu vois, c'est pas le but, mais en même temps c'est une conséquence qui est vraiment très importante. Parce que le but, ça serait plutôt, le but c'est de philosopher. Au cours d'une consultation, donc, est-ce que tu as senti que tu touchais un peu au côté thérapeutique avec la personne? Oui, oui, c'est sûr, hein, c'est quand tu t'observes toi-même, que tu mets au clair ta façon de penser, ton système de représentation, que tu envoies les limites, que tu t'acceptes comme tu es, et bien nécessairement ça a un effet thérapeutique, je pense, qui est fort. Pour moi, ça a été très fort, la découverte de la consultation philo quand j'en ai fait. Ma vie a changé. Vraiment, je me suis dit, oula, Lolo, hein, tout d'un coup, j'ai réalisé que j'étais vraiment mortelle, quoi. J'avais jamais tout à fait compris ça. Et je dis, là maintenant, il va peut-être falloir que tu fasses quelque chose, arrête de ronronner dans tes cours, ça fait 20 ans, prends-toi en charge et ça va donner. Et je pense que ça fait cet effet-là chez un certain nombre de personnes. Enfin, toi, tu le disais toi-même, ça t'a fait ça aussi, oui. Et le terme de consultation, d'ailleurs, oui. Consultation, oui. Ça rapporte au côté médical. Oui, c'est sûr. Donc, c'est peut-être un petit peu un jeu dialectique. C'est les philosophes, j'ai gardé quand même un lourd passif de ça. Je dirais, c'est pas vraiment le but, mais c'est à la fois la condition et une conséquence. Alors, il y a bien un effet thérapeutique. Tu as parlé tout à l'heure des détenus. Est-ce que tu peux nous en dire plus si tu as eu déjà l'expérience avec ces détenus? Non, je ne peux pas t'en dire plus parce que je commence au mois de mai. Donc pour l'instant, j'ai rencontré ce sont des responsables de la formation en prison qui ont vu mon site, qui m'ont contacté, qui m'ont demandé si j'étais d'accord. Moi, vraiment, j'aime rencontrer toutes sortes de publics et ça, c'est une expérience qui m'intéresse beaucoup. Eux, ils sont très intéressés parce qu'en ce moment, dans les prisons, c'est ce qu'ils m'ont dit, les choses se disent beaucoup moins. Il y a une sorte de mutisme. Et donc, il faut qu'il y ait des choses qui puissent se dire. Et d'après ce qu'ils ont vu dans les ateliers, donc les personnes qui m'ont demandé d'aller, on pensait que ça pouvait être un moyen d'arriver à dire les choses, à apprendre à écouter. Voilà, mais pour l'instant, je ne peux pas t'en dire plus parce que je commencerai. Il y a une enquête qui est faite quand tu vas travailler en prison, ton casier judiciaire. Et ils enquêtent auprès de ma proviseure, machin, savoir qui je suis. J'ai eu un entretien avec une commissaire de police. C'est un truc, tu ne rentres pas dans une prison si tu ne montres pas patte blanche. Une question à propos de thérapie thérapeutique. Comment vous faites est-ce que vous avez été formé ou est-ce que tu te formes quand, par exemple, tu te retrouves face, sans le savoir, à une personne très fragile psychiquement, ou même qui est touchée par des symptômes psychiatriques ou autres, comment faire pour, de votre côté, éviter des consultations avec ce type de personnes? Parce que je pense que ça peut être grave dans certaines situations. Déjà, je préviens justement que je ne suis pas une thérapeute. J'explique ce que c'est que la consultation philo. Alors déjà, il y a pas mal de gens, pas mal de personnes qui vont d'elles-mêmes dire « non, ça c'est pas pour moi ». C'est arrivé, je me souviens, une dame qui avait vécu des trucs, vraiment des traumatismes complètement dingues, quoi, et qui avait vraiment une grosse pathologie. Je lui ai dit voilà en quoi ça consiste. Elle a dit non, c'est pas pour moi. Je lui ai dit effectivement, là il faut consulter un psychanalyste, un psychiatre, en tout cas pas. Et puis parfois je me rends compte, on s'en rend compte très rapidement, hein, il y a des gens qui n'arrivent pas du tout, qui sont complètement dans leur monde.
Donc là, ça m'est arrivé une fois, je dis on arrête. Tu abandonnes à ce moment-là. Voilà, moi je dis non. Et puis là, voilà, une autre fois, un adolescent qui était vraiment en difficulté, avec des problèmes limite psychiatriques. J'ai quand même fait le travail avec lui. Par ailleurs, il était suivi par un psychiatre. Je pense que ça l'a aidé à clarifier vraiment. Il était dans beaucoup de confusion et là, en accord avec le psychiatre, il pensait qu'au contraire, c'était bien. Les deux, évidemment, je ne pouvais pas soigner sa pathologie, mais la consultation philo, ça permet quand même d'apprendre à être clair. Parce que souvent, on est dans une confusion dans laquelle on est confortable aussi. La confusion, c'est très confortable. Et donc là, c'était complémentaire. Ça ne prétendait pas du tout guérir ces pathologies. D'autres questions? Bien, il est 22h, pile, à 1 minute. Merci beaucoup, Laurence Boucher.